Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Et préparez-vous, car après la première histoire, j'ai un petit quelque chose à vous demander et sachez que votre aide me sera très précieuse. Avant de démarrer, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne du Joker. Sachez que ça me fait énormément plaisir de savoir que vous aimez mon contenu. Donc, un grand merci. Et maintenant, on part tout de suite avec la première histoire. Kiffez bien, on se retrouve juste après. On est parti donc pour une première histoire bien creepy. Cette histoire nous est racontée par Léa, une jeune adulte de 19 ans, étudiante dans le commerce. Alors Léa, elle explique que c'est une fille comme les autres et qu'elle aime bien se faire plaisir, et notamment sortir avec ses amis. Et comme on peut pas faire ça sans argent, alors elle demande tous les jours un bon billet à papa-maman. Non, je plaisante. Léa, elle a pas cette chance d'être née dans une famille riche, si on peut dire ça comme ça, donc elle fait ce qu'on appelle du babysitting. Et le problème pour Léa, c'est qu'elle a beau avoir essayé des sites internet spécialisés, elle n'a pas eu suffisamment de contrats, si on peut dire ça comme ça, pour gagner assez d'argent et en profiter. Du coup, elle revient à la base et elle va dans un supermarché de la ville et colle une affiche indiquant en grand babysitter. Elle met toutes les informations pour donner confiance aux familles et ça devrait le faire. Ah, et petit détail, elle met des tickets détachables contenant son numéro de téléphone. Elle en profite pour déposer 2-3 autres affiches à la boulangerie et près d'une école. Et franchement, elle en veut notre petite Léa. Et du coup, ça marche. Léa va recevoir quelques appels et ça va lui faire plaisir. Elle va faire des petites missions de babysitting par-ci par-là et ça lui va très bien, même si elle aimerait plus. Sauf qu'un jour, Léa va recevoir un appel particulier. Cet appel, c'est celui d'un père de famille qui demande plusieurs informations à Léa, dans le but, évidemment, de l'engager en tant que babysitter par la suite. Rien de plus normal pour Léa, qui explique qu'elle serait aussi très curieuse et demanderait un maximum d'informations le jour où elle fera aussi appel à un babysitter. Donc elle indique son expérience, sa personnalité et tout ce qu'il faut pour mettre à l'aise le papa. Et en contrepartie, le papa lui dit qu'ils sont une famille de 4 et qu'ils ont donc 2 enfants. Et retenez bien ça pour la suite. Le papa lui indique qu'il veut obtenir beaucoup d'informations car il a pour but de proposer des contrats très régulièrement à Léa, du genre 1 à 2 fois par semaine, ce qui, si je me trompe pas, c'est effectivement pas mal. C'est donc dans la poche pour Léa qui a hâte de commencer avec cette famille qui a l'air au passage très aimable. Vient donc le premier soir pour Léa qui démarre avec cette famille. Elle sonne à la porte, elle fait la connaissance en face à face avec la famille et le feeling est plutôt bon. Il lui propose même de manger avec eux pour discuter et qu'ensuite ils sortiront 3-4 heures avant de revenir. Et le premier contrat va pouvoir du coup commencer. Et ça pouvait pas mieux tomber pour Léa. Une famille aimante, un plutôt gros contrat qui lui évite de jongler entre plusieurs familles. Du coup pour elle c'est idéal. Enfin, pour l'instant. Les parents sont donc sur le point de partir pour leur première soirée en mettant Léa en tant que babysitter. Et Léa du coup elle fait une remarque avant qu'ils partent. Elle explique qu'elle avait prévu de garder 2 enfants. Et pourtant, il n'y a que Timéo, le fils de 7 ans de cette famille, qui est là pour le moment. Le père explique qu'ils ont 2 enfants, effectivement, mais que leur fille est beaucoup plus grande et qu'elle est ce soir chez une amie à elle. Et effectivement, Léa explique qu'elle a tout de suite pensé que comme ils avaient 2 enfants, il y aurait toujours 2 enfants à garder, ce qui est logique aussi pour moi. Donc cette première soirée va très bien se passer pour Léa qui va garder du coup un seul enfant. Elle va effectivement mettre au lit le petit Timéo de 7 ans, tandis que les parents vont revenir de soirée vers 1h, 2h du matin. Léa explique qu'ensuite, durant les prochaines semaines, elle va aller très régulièrement chez cette famille pour garder leurs enfants. Et effectivement, je dis bien leurs enfants et pas leurs enfants, parce qu'elle va essentiellement garder que Timéo. Et c'est vrai que Léa, au bout de 4-5 semaines, elle explique qu'elle n'a encore jamais fait la connaissance de la fille de cette famille. Mais bon, après tout, peut-être qu'elle est souvent chez des amis, et puis, quand bien même, ça la regarde pas. Léa explique qu'on est mardi soir, et qu'elle garde donc Timéo, et cette soirée, elle s'en souvient très bien au vu de ce qui va se passer. Léa a donc joué avec Timéo, puis l'a mis au dodo, lorsqu'elle décide de se poser dans le canapé pour regarder un peu la télé. Les parents ont prévenu de revenir d'ici 2 bonnes heures, donc elle va regarder un film en s'assurant que Timéo va bien, et puis c'est tout. Sauf qu'en cherchant la télécommande sur le meuble télé, elle fait accidentellement tomber une vieille cassette VHS. Alors pour ceux qui savent pas, une cassette VHS, c'est l'ancêtre du CD, et je sais même plus ce qu'il y a après. Elle explique du coup que ça fait longtemps qu'elle en a pas vu, et donc ça la fait sourire. Puis, en regardant la cassette, elle aperçoit qu'il est écrit sur l'étiquette de la cassette. Anniversaire, Anna, 11 ans. Alors ça y est, la curiosité de Léa est piquée et décide donc de mettre la cassette dans le magnétoscope et regarde la télé. Léa explique que c'est de la curiosité mal placée, c'est vrai, mais qu'elle a envie de savoir à quoi ressemble leur fille, car elle ne l'a jamais vue. La vidéo montre alors des moments heureux entre les parents et les 2 enfants, Timéo et Anna. Et première remarque de Léa, c'est que Timéo et les parents font beaucoup, mais alors beaucoup plus jeunes. Ce qui laisse penser que ça date d'il y a quelques années probablement. Elle voit que c'est bien l'anniversaire de la fille d'Anna et que tout le monde rit autour du gâteau d'anniversaire. La petite Anna souffle ses bougies et tout va bien.
Jusqu'à ce que la cassette prenne une tournure assez étrange, assez flippante même. Un cri va retentir hors champ de la caméra, suivi d'un bruit très sourd. On va voir la caméra tomber au sol et l'image se stopper brutalement. Léa, quand elle voit ça, elle éteint rapidement le magnétoscope et reste figée pendant plusieurs secondes. Elle sent qu'il y a eu une sorte de drame familial et vaut mieux pour elle qu'elle n'en sache pas plus. Elle décide alors de ne pas s'inquiéter, de ne pas en parler, car après tout ça la regarde pas. Et surtout, elle n'a pas envie de raviver des souvenirs, disons, douloureux à cette famille. Et c'est tout pour cette soirée, même si c'est déjà pas mal. Peu de temps après, l'attitude des parents va changer petit à petit avec notre amie Léa. Ils deviennent de plus en plus protecteurs lorsque Léa se rend à ses soirées babysitting. Par exemple, ils lui proposent davantage de manger avec eux, comme si elle était membre intégrante de cette famille. Et pire encore, pour Léa, le papa va régulièrement lui proposer, au vu des heures tardives, de dormir à la maison chaque soir lorsqu'elle fait du babysitting. Surtout que les parents, ils proposent à chaque fois à Léa de dormir dans la chambre d'Anna, qui a priori, désormais est en voyage scolaire pendant 2 semaines. Alors, vous le comprenez autant que moi, tout ça devient assez louche et perturbant depuis la découverte de cette VHS pour Léa. Désormais, Léa l'explique qu'elle n'est plus autant enjouée à l'idée de garder Timéo le soir. Pour elle, il y a un truc qui cloche, mais elle a peur de deviner quoi. Jusqu'à un soir où Léa va prendre une décision radicale. Alors qu'elle garde de nouveau Timéo, elle finit comme souvent devant la télé vers 21h, 21h30, quand ce petit dernier est bel et bien couché. Cette fois, Léa prend la télécommande et appuie sur le bouton Netflix. Sauf que sans le savoir, elle s'est trompée et est arrivée dans le menu des applications installées sur la télé. Léa, elle pourrait de nouveau appuyer sur le bouton Netflix et c'est tout, elle va passer à autre chose. Sauf qu'elle voit une application d'enregistrement assez particulière. Et elle croit voir une partie de leur maison qui est filmée. Comme si elle voyait le salon de la maison filmé depuis le plafond. Léa, elle appuie et elle remarque du coup un enregistrement effectivement du salon de cette famille. Elle fait avance rapide et découvre avec stupeur qu'elle a été filmée pendant qu'elle faisait du babysitting. Et en revenant sur l'application, elle découvre encore et encore des moments d'elle filmée dans le salon, en plein babysitting. Léa veut bien comprendre que c'est une application de vidéosurveillance pour leur sécurité, la sécurité de la famille. Mais c'en est un peu trop pour elle. C'est devenu trop chelou qu'elle décide de tout arrêter. Sauf qu'elle ne peut pas partir comme ça, étant donné que Timéo, l'enfant de 6 ans, dort à l'étage. Elle peut pas partir comme ça tout en le laissant seul dans la maison. Elle va donc attendre que les parents rentrent et faire comme si de rien n'était. Et heureusement, il va rien se passer pour elle. Mais attendez car c'est pas fini. En fait, elle va rentrer chez elle et envoyer le lendemain un message au papa pour expliquer qu'elle a trouvé un autre emploi plus près de chez elle et qu'elle va devoir du coup arrêter le babysitting avec eux. Ce à quoi le père va alors insister constamment à Léa en disant qu'elle fait partie de la famille maintenant et qu'il aimerait bien pouvoir compter sur elle par la suite, quitte à payer davantage Léa lors des soirées babysitting. Et ça va se finir là-dessus. Alors évidemment, cette histoire, elle présente pas un tueur ou quelqu'un qui va lui faire du mal, ni même un danger. Mais Léa raconte qu'elle est persuadée que leur fille Anna est en fait décédée et que mis bout à bout, elle est sûre que, pour les parents en tout cas, elle faisait le rôle de leur fille pour combler une sorte de manque. Enfin, libre à chacun d'interpréter en tout cas cette première histoire, moi je l'ai trouvée assez intéressante, elle change de d'habitude, donc je voulais absolument vous la raconter. Enfin, vous me direz si j'ai bien fait ou non en commentaire. Bon, petite pause avant la seconde histoire et je vais pas vous prendre beaucoup de temps. J'ai juste besoin de votre avis et c'est super important pour moi. En fait, ça fait quelques temps que je travaille sur une BD thread horreur que j'aimerais sortir en octobre 2025. Donc dans pas longtemps si vous regardez cette vidéo quand elle sort. J'ai déjà pas mal avancé dessus. J'ai déjà bossé sur 3 histoires de la BD qui sortent du lot, qui changent complètement de ce que je fais sur la chaîne et je trouve ça juste mortel. Et là où j'ai besoin de votre avis, c'est par rapport à ça. En fait, ma chaîne Joker, je le fais pour moi, pour partager des histoires d'horreur qui me font kiffer, mais je le fais aussi pour vous, pour que vous puissiez passer un bon moment, que ce soit à n'importe quand dans la journée ou juste avant de dormir, comme moi je fais souvent. Bref, je considère qu'on fait partie d'une sorte d'équipe tous ensemble, et c'est pourquoi j'aimerais proposer à une poignée d'entre vous de participer à la BD. Et en effet, moi je suis un petit youtubeur qui demande qu'à grandir, bien entendu, et pour le moment, je peux pas financer totalement la création de la BD. Alors je me suis déjà renseigné sur les coûts pour dessiner une BD, et franchement c'est clairement pas donné. Et comme je veux un truc bien fait, bah forcément ça chiffre. Donc voici le deal que j'aimerais mettre en place pour ceux qui kiffent vraiment la chaîne. J'aimerais proposer une ouverture aux dons afin que le projet BD, ce soit pas juste moi dans mon coin, mais qu'on soit tous ensemble réunis sur ce projet en commun. En clair, j'ai prévu de mettre l'ensemble des donateurs ou contributeurs au projet BD sur une page remerciement de notre bande dessinée. Et ce que je vous demande aujourd'hui, c'est clairement votre avis par rapport à ça. Moi, je vous avoue être un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, à demander à faire des dons, tout simplement. J'aime pas faire ça, mais j'aimerais quand même avoir votre avis, et parce que moi, si je peux le mettre en place et avancer le projet BD, bah clairement, ce serait trop cool.
Bref, prenez 30 secondes dans les commentaires, vous me dites tout ce que vous en pensez, même si c'est pas gentil, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre avis, et en attendant, je démarre la seconde histoire. Alors pour cette seconde histoire, on va parler d'une famille composée d'un père, d'une mère et de 2 enfants de 14 et 18 ans. Et c'est le père de famille Noah et sa femme Laurie qui vont nous raconter leur expérience plus qu'étrange. Noah raconte qu'ils vivent en famille à 4, accompagnés de sa mère. Enfin, sa mère, la grand-mère du coup de ses enfants, qui s'est installée chez eux pour éviter d'être seule après le décès du grand-père. Et c'est vrai que ça se fait de moins en moins, je trouve ces trucs comme ça, mais c'est plutôt une bonne chose pour éviter la solitude. Noah explique que ça leur gêne pas du tout que sa mère soit là, car elle permet de mettre de l'ambiance quotidiennement dans la maison. Il explique qu'ils ont trouvé une sorte d'équilibre qui leur va très bien. Noah, lui, ça lui permet de voir sa mère qu'il aime quotidiennement. Pour les enfants, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de contact avec leur grand-mère. Et pour Laurie, c'est cool car ils s'entendent très bien aussi. Bref, pendant plusieurs années, Noah et sa famille vont vivre avec leur grand-mère jusqu'à un certain jour. En effet, toute bonne chose a une fin et vient donc le moment où la grand-mère de Noah décède. Elle laisse donc un vide profond dans la famille de Noah et Laurie. Et je pense que c'est surtout à ce moment-là qu'on se rend compte que les personnes qu'on aime sont indispensables. Vient donc l'enterrement, et surtout plusieurs jours de deuil très compliqués. Noah explique qu'il passe plusieurs soirées dans le noir pendant que sa femme et ses enfants sont partis se coucher. Et il explique qu'un soir, alors qu'il pleut très fort dehors, Noah, il est là dans le salon, plongé dans le silence. Noah, il repense à beaucoup de moments avec sa mère, et forcément, il broie du noir. Il regarde alors dehors, à travers la baie vitrée, et regarde la pluie tomber dans le jardin. Et alors qu'il est assis sur le canapé à regarder la pluie tomber, il remarque sur sa baie vitrée une sorte de buée se former. Une buée comme quand vous expirez avec votre bouche sur une vitre. Noah il est intrigué et il se rapproche donc lentement pour voir de plus près à quoi ça correspond. Il rapproche alors sa tête de la vitre et directement il voit une silhouette floue juste de l'autre côté de la baie vitrée. La silhouette est immobile, comme figée et semble essayer de regarder à travers la vitre. Noah, ça le fait sursauter de voir ça et de voir quelqu'un en train d'observer chez lui en pleine soirée. Donc il décide rapidement d'allumer la lumière. Sauf que lorsqu'il revient, plus rien, plus de silhouette et la buée a disparu. Pour Noah, ça signifie qu'il va vérifier toutes ses portes de sa maison et vérifier aussi à toutes les fenêtres s'il n'y a pas quelqu'un qui rôde autour de sa maison. Une fois qu'il a fait tout ça et qu'il s'est assuré que la maison est safe, il monte se coucher sans rien dire à sa femme pour pas la faire paniquer. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là pour Noah et sa famille. Le lendemain matin, lorsque Noah va dans le jardin, il est surpris de constater des traces de pas. Ces 2 traces de pas représentent 2 pieds et c'est tout. Rien de plus. Pas de traces de marche ni quoi que ce soit, c'est juste 2 traces de pieds devant la baie vitrée. Noah, à ce moment-là, il fait la liaison avec la vieille et ne comprend pas comment elles sont arrivées là. Noah décide alors d'en parler à sa femme et d'expliquer ce qu'il a vu la veille. Et on pourrait penser que sa femme va être inquiète. Alors pas du tout. Noah explique que sa femme lui fait remarquer que c'est pas assez ancré dans le sol pour être des traces de pas. Et que certainement, par rapport à ce qu'il a cru voir hier, ça lui fait penser à des traces de pas dans le sol. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Bon, perso, j'aimerais pas trop vivre avec la femme de Noah. Bref, Noah il est toujours en deuil. Il avoue qu'effectivement il pourrait se tromper, car il a l'esprit ailleurs. Mais tout va prendre une autre tournure un peu plus tard. En effet, quelques jours plus tard, alors qu'il ne s'est plus rien passé depuis l'épisode de la buée pour Noah, il va être témoin d'un nouvel événement. Ils sont tous à table, en famille, donc il y a Noah, Laurie et ses 2 enfants. Ils rigolent bien tous ensemble, jusqu'à ce que d'un coup, le silence remplit la pièce. Et tous regardent dans la même direction. Ils regardent tous en direction de cette même baie vitrée où une empreinte de main apparaît distinctement. Donc tout laisse à penser que c'est une main pour chacun de la famille. Mais pour l'un des enfants de Noah et Laurie, ce n'est pas qu'une main ordinaire. Le plus jeune des enfants se lève et murmure. On dirait la main de mamie. La mère se lève donc et s'approche de la vitre, les larmes aux yeux. Elle pose sa main sur la baie vitrée et elle remarque que l'empreinte extérieure est légèrement plus petite. Et tout ça va durer quelques secondes, quelques minutes tout au plus, avant que l'empreinte sur la baie vitrée ne disparaisse. À partir de ce moment-là, plusieurs phénomènes étranges vont commencer à se produire dans la maison. Et ces petits phénomènes, nous dit Noah, ça sera comme une odeur de parfum qui parcourt la maison. Par exemple, Noah et Laurie expliquent qu'ils sont sûrs et certains de sentir dans l'ancienne chambre de la grand-mère son parfum. Et à moins qu'un enfant ait joué avec ses parfums, ça pourrait pas se faire tout seul. Noah va également être surpris de voir que là où s'asseyait sa maman dans le canapé, il y a souvent une sorte de forme qui laisse penser que quelqu'un est vraiment assis. Alors je sais, on est un petit peu dans le paranormal, voire même beaucoup dans le paranormal. Mais perso, j'y crois trop depuis quelques temps et je trouve ça juste dingue. Vient donc du coup 2 derniers événements qui vont marquer Noah et sa famille à jamais. Noah explique qu'ils préparent Noël, leur premier Noël sans la grand-mère, et donc que ça va être très dur.
L'un des derniers événements du coup, c'est donc Laurie qui va le vivre. Laurie est seule à la maison, elle s'occupe de faire du repassage quand elle entend soudain un bruit venant de l'étage. Elle est du coup étonnée et décide de monter. Laurie se dirige alors vers le bruit et arrive donc devant la chambre de la grand-mère. Elle va alors voir très rapidement un livre posé par terre. Et ce livre, c'est pas n'importe lequel, c'est le livre de famille que possédait sa belle-mère. Ainsi, elle va le ramasser et attendre Noah pour le regarder ensemble. Et Noah reprend son thread en expliquant que même s'il y a une présence chez eux, ils sont persuadés que c'est leur grand-mère qui leur veut du bien. Je cite, « Au risque de passer pour un fou, ça m'est égal de penser ça. Je suis persuadé que ma mère rôde dans la maison ou autour de la maison, mais qu'en tout cas, elle nous veut du bien. » Et Noah explique que ça lui fait du bien de rentrer chez lui et de consulter les photos de famille. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment sur un thread d'horreur encore une fois, mais sur une histoire tragique certes, mais qui a un côté réconfortant, je trouve, pour cette famille. Car oui, la fin de cette histoire approche et Noah explique qu'à Noël, ils sont tous en train de manger et ressentent tous une ambiance particulière, une ambiance réconfortante. Encore une fois, Noah explique ça comme si sa mère était avec eux et voulait leur bonheur. En fait, au moment d'ouvrir les cadeaux, les parents et les enfants sont très contents jusqu'à ce qu'ils voient de nouveau sur la baie vitrée quelque chose. Cette fois, ils peuvent apercevoir une silhouette et probablement celle de la grand-mère s'en aller. Ça laissera un goût particulier à cette famille, mais pour Noah, ça a été beaucoup plus facile du coup de faire le deuil, sachant que sa mère ne serait finalement jamais très loin de lui. Et c'est ainsi que se termine cette très belle histoire. Je pense que c'est la plus belle fin qu'on puisse avoir sur la chaîne. Bon, ne vous habituez pas non plus à ça, on est plutôt sur une chaîne de thread d'horreur. Là, c'est juste une histoire particulière, c'est tout. Bon, next, on passe à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. En tout cas, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Alors pour cette troisième et dernière histoire de cette vidéo, on va parler de Tatiana et de Agathe. Ces deux amis de 18 ans qui ont passé toutes leurs années collège et lycée ensemble. Ils étaient assis à côté en classe car leur nom de famille démarre par la même lettre. Et depuis, clairement, ils se lâchent plus. Tatiana et Agathe viennent de terminer du coup leurs années lycée et ont obtenu leur bac. Et ensemble, elles sont tellement inséparables que tous les deux entrent dans la même fac pour faire les mêmes études. En effet, elles sont toutes les deux passionnées de biologie, qu'elles poursuivent leurs études dans la même direction. Tatiana et Agathe expliquent que ça fait désormais 1 mois qu'elles sont à la fac. C'est donc fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, et donc elles veulent profiter du peu d'été qu'il leur reste avant d'attaquer l'hiver. Elles décident alors de faire un pique-nique dans une prairie pas très loin de chez elles. En fait, il y a un grand lac avec tout un chemin autour et c'est parfait. Il n'y a pas trop de monde et en plus il y a une parcelle d'herbe avec un champ derrière, donc ce sera là qu'elles vont se poser. Elles prennent donc un plaid chacun et se posent là à discuter entre filles et manger ce qu'elles ont préparé. Et franchement, ça a l'air d'être une bête d'amitié ce qu'ils sont en train de vivre. L'environnement est parfait, surtout qu'il n'y a personne pour le moment sur cette parcelle d'herbe. Et alors qu'elles discutent tranquillement, elles sont interpellées par un bruit provenant du champ situé donc juste derrière elles. Sur le coup, Tatiana sursaute et elle pense immédiatement à un rat ou à une souris, mais sa copine Agathe, qui a habité plus en campagne, la rassure en disant que ça doit être rien et que c'est le vent qui a fait ce bruit. Et après tout, elle a raison, car les rats et les souris n'attaquent d'habitude jamais l'homme, donc il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Passé ce petit événement, qui, on va pas se le cacher, est mince en frisson, Tatiana et Agathe vont commencer à faire des TikTok. Elles vont alors poser le téléphone contre une bouteille d'eau et se filmer à faire des TikTok pour rigoler. Et petite précision qui a son importance, elles vont alors être encore dos au champ. Et alors qu'elles font des TikTok, un nouveau bruit se fait entendre depuis ce même champ derrière elles. Tatiana insiste et se dit que ça c'est vraiment bizarre et qu'elle est sûre qu'il y a quelque chose de pas clair dans le champ. Sauf qu'encore une fois, Agathe, elle va en rigoler et lui dire qu'elle est parano et qu'elle voit le mal partout. Mais bon, après quelques minutes, Agathe dit à Tatiana « Ok, c'est bon, t'as gagné, on y va, en plus il commence à faire noir, donc on va effectivement pas s'éterniser. » Agathe ramasse alors quelques affaires, dos au champ, et soudain se relève. Et elle tombe donc face à face avec sa copine, Tatiana, qui a le visage livide. Tatiana regarde en direction du champ, et a priori ce qu'elle voit, la laisse de marbre. Tatiana pointe alors du doigt quelque chose en direction du champ, et Agathe se retourne, et voit effectivement quelqu'un sortir du champ. Ce quelqu'un, c'est un homme tout à fait normal, qui dit juste « bonjour » à nos deux amis, puis part dans une direction. Tatiana commence alors à engueuler Agathe en disant qu'elle avait raison depuis le début et qu'il y avait bien quelqu'un dans ce champ. Agathe, elle essaie quand même de rationaliser en disant que c'est simplement quelqu'un qui visitait les champs et rien de plus. Et en soi, Agathe, elle explique qu'il n'y avait pas une tête de tueur ni une tête de méchant. Donc chill, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. De toute façon, elles ont fini de ramasser leurs affaires et décident de partir dans la direction opposée de cet homme pour rejoindre le parking qui est situé à 2-3 km. Et donc reprendre leur voiture. Elles doivent, vous l'avez compris, du coup faire tout le tour du lac pour retrouver leur voiture et ont décidé de pas suivre cet homme qui a pris l'autre chemin, en quelque sorte. Et puis ensuite, que se passe-t-il ?
Eh bien, les 2 premiers kilomètres vont très bien se passer. Il ne reste plus qu'une petite dizaine de minutes à pied avant d'arriver sur le parking. Sauf qu'à ce moment-là, Tatiana remarque que son lacet est défait. Elle s'arrête alors, sur le chemin, avec toujours le lac sur le côté. Tatiana refait son lacet quand elle entend soudain sa copine Agathe lui dire de se dépêcher. Tatiana lui dit qu'il n'y a plus de quoi être pressé, vu que la seule menace qu'ils ont vue ces dernières heures, c'est cet homme parti en direction opposée. Agathe lui répond immédiatement qu'elle doit se dépêcher, car l'homme qui est sorti des buissons tout à l'heure arrive en fait droit sur elle. Et en effet, Tatiana se retourne et remarque à une centaine de mètres cet homme. Il est là, seul, et de loin, nos 2 amis peuvent voir un sourire malsain sur son visage. C'est alors que les 10 dernières minutes de marche vont se faire d'un pas accéléré pour Tatiana et Agathe, tout en jetant des coups d'œil derrière elles dès qu'elles peuvent. L'homme marche également à une vive allure et se rapproche petit à petit de nos 2 amis. Puis à un moment, Agathe va se retourner une dernière fois et va constater que l'homme a décidé de courir vers elle. Tatiana et Agathe vont alors courir également jusqu'au parking en espérant monter vite dans leur voiture et s'échapper de cette potentielle menace. Enfin ouais, c'est clairement une menace. Sauf qu'elles vont tomber sur un jeune couple accompagné de leur chien juste à la fin du chemin qui mène au parking. Nos 2 amis crient instinctivement à l'aide auprès du couple et demandent s'ils peuvent rester avec eux un petit temps car il y a un homme derrière elles qui les traque. Et le couple comprend très rapidement la situation quand ils voient leur chien aboyer en direction de l'homme qui a désormais arrêté sa course. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'étrange, surtout en voyant l'homme crier de colère sur le chemin. L'homme va enfin se retourner puis repartir plus loin dans le chemin. Et ce qui fait peur à nos 2 amis, c'est qu'elles ne comprennent pas ce qu'il leur voulait. Et surtout, pourquoi retourne-t-il dans le parc seul alors qu'il commence vraiment à faire noir? Alors évidemment, elles ont peur, mais se sentent en sécurité avec le couple, et leur chien surtout. Cependant, elles ont comme eu le bon réflexe de prévenir les forces de l'ordre en indiquant que quelqu'un de bizarre traînait, rôdait autour du lac et qu'elles sont pas sûres qu'il soit bienveillant, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le couple est alors également parti dans une autre direction avec leur chien pour éviter de croiser cette personne assez étrange et l'histoire va s'arrêter là. Malheureusement, et comme trop souvent, car il n'y a pas de caméra, l'homme ne va pas être retrouvé. Et pour nos 2 amis, c'est sûr qu'un jour, il attrapera quelqu'un et fera quelque chose de mal. Bon les amis, fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes vraiment les meilleurs. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Perfect.